chaîne d'édition, sans assistance, montre que c'est possible et à la portée de tous. L'espoir vient de ce salon est organisé sans gros moyens par quelques citoyens. L'espoir vient de ce que ce salon a lieu grâce à l'engagement individuel des intervenants et auteurs. C'est un salon qui s'appelle Des livres et l'alerte. C'est un salon du livre, de lanceuses et lanceurs d'alerte. Et il s'appelle Des livres et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte. Et surtout, il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens, pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société, que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Rui Pinto, etc. On a plus d'une vingtaine de conférences sur tous les domaines, que ce soit le médicament, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, que ce soit le suicide et le travail, que ce soit les questions de la protection des lanceurs d'alerte, bien sûr. Donc on a 22 rencontres pour cette année, 75 intervenants et une centaine d'auteurs intervenants qui viennent en dédicace pour promouvoir le livre. Pourquoi? Parce que notre slogan, c'est « Passer de l'alerte à la lettre ». Donc je suis avocat depuis bientôt 40 ans, engagé depuis longtemps dans des grandes batailles internationales, une grande partie de l'activité est en dehors de France. J'ai créé l'association Sherpa en 2001, qui est à l'origine de l'aventure des biens mal acquis. J'ai créé une nouvelle ONG qui s'appelle la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique il y a 2 ans et demi, PLAF. Et j'ai défendu des grands lanceurs d'alerte depuis plusieurs années. J'ai écrit les premiers articles il y a 15 ans pour lancer l'alerte justement sur le fait que c'était notre responsabilité collective de les protéger pour permettre d'assurer une meilleure intégrité, une plus grande probité dans l'action des responsables publics et privés. Et que combattre ces nouvelles formes d'impunité complexes, mondiales, allait être le grand enjeu, le grand chantier du XXIe siècle. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'idée en 2007 de déposer une plainte en France, considérant qu'il y avait de forts soupçons de financement illicite du patrimoine immobilier acquis par un certain nombre de chefs d'État africains, leurs clans, leurs familles. Et ça a abouti à une saga judiciaire absolument considérable et une première condamnation de M. Teodoro Obiang, le fils du chef d'État, du despote qui règne depuis plus de 30 ans en Guinée équatoriale. Et d'autres procès vont venir dans les prochains semestres. Alors, je suis Antoine Deltour et je suis principalement connu pour avoir été lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, donc une affaire d'optimisation fiscale au Luxembourg. L'objet de cette alerte des LuxLeaks, en fait, c'est les pratiques d'optimisation fiscale agressive au Luxembourg qui reposaient en grande partie sur des rescrits fiscaux qu'on appelait tax ruling, qui sont en fait des accords fiscaux, une décision fiscale anticipée approuvée par l'administration fiscale luxembourgeoise et qui servait de vernis légal à des pratiques qui en fait exploitaient toutes les failles permises par le droit fiscal pour ne quasiment pas payer d'impôts. Et il raconte son expérience, comment il a rectifié ces mécanismes. Alors je m'appelle Maxime Renaï, j'ai 41 ans, j'habite entre les Vosges et la Franche-Comté, je suis originaire de Franche-Comté. J'ai travaillé de 2007 à 2012 dans les paradis fiscaux que sont Jersey dans les îles anglo-normandes et au Luxembourg, pour un cabinet d'avocats qui était le plus gros cabinet d'avocats de l'île, à Jersey, et ensuite au Luxembourg pour une banque d'investissement qui s'appelle State Street. En parallèle, assez vite, dès que j'ai commencé à travailler à Jersey, j'ai contacté les services secrets français, la DGSE, pour leur donner des informations sur les dossiers sur lesquels je travaillais ou qui passaient devant moi. Donc j'ai collecté énormément d'informations pour eux pendant 5 ans, et ensuite donc, tout d'abord à Jersey, ensuite au Luxembourg. Et en fin 2011, début 2012, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans la finance et d'arrêter le partenariat avec la DGSE. Donc je travaillais mais gratuitement pour eux, pour me consacrer directement à aider les syndicats et les groupements de salariés dans la défense de leurs intérêts, donc en particulier dans des attaques juridiques. Donc moi je fais des investigations financières en analysant les comptes, les contrats. J'analyse les flux financiers qui partent dans les paradis fiscaux ou pas, peu importe, j'analyse les fraudes et ensuite on utilise ce rapport que je fais avec les avocats pour attaquer soit au civil, soit au pénal,
soit au prud'homme pour demander des dommages et intérêts ou pour essayer de mettre les patrons fraudeurs en prison. Parce que déjà, le terme de paradis fiscal est obsolète au moment où on le dit. Un paradis fiscal est surtout un paradis judiciaire et un paradis bancaire. Donc il y a, les paradis fiscaux, leur définition évolue au fil du temps. Je me souviens au moment où j'avais fait l'appel de Genève avec les juges, Garçon, etc. C'était assez simple. On avait, je sais plus, je crois que c'est Balthazar Garçon, qui avait dénombré dans le monde, je crois que c'est 90 paradis fiscaux. C'est-à-dire, il y avait, je ne sais pas moi, l'île de Montserrat, Kitts, Nevis, Andorre, les Anglo-Normandes, etc. Et aujourd'hui, si on garde cette définition de paradis fiscal, bancaire et judiciaire, on voit que certaines places, par exemple la City, par exemple l'Autriche, par exemple l'Irlande, sont plutôt, ou même le Luxembourg, ont muté, sont devenus des paradis fiscaux plus pour les entreprises ou les sociétés. C'est plus des paradis judiciaires que des paradis bancaires. D'autres, comme Caïman, comme ou Singapour en ce moment ramasse la mise, parce qu'on tourne en permanence autour de la définition du paradis fiscal et on essaie de comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans cet univers des paradis fiscaux, ou plutôt dans cet univers de la fraude fiscale. Et dans fraude fiscale, j'englobe l'optimisation fiscale. Il y a une inégalité, c'est pour ça qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, vis-à-vis de l'impôt. Donc tout est organisé, réorganisé pour ne payer le moins d'impôts possible. Et plus on est riche, plus on est une multinationale, plus on est une entité, on va dire, transnationale, plus on se joue de l'impôt. Et plus on provoque, on produit de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, si on essaie de prendre du recul par rapport à la planète, on voit bien que, c'est pour ça qu'on fait le film, qu'on fait la très grande évasion, qu'à mon sens, si on hiérarchise les problèmes, le problème de la fiscalité, même si ça peut apparaître un peu barbare et un peu chiant, est le problème principal qu'a la planète, avant l'écologie, c'est-à-dire que les problèmes de réchauffement climatique, etc., sont le corrélat des problèmes de fiscalité. Alors je suis maire adjoint honoraire de Grenoble parce que j'ai fait des mandats minoritaires sous le maire corrompu M. Carignan et puis des mandats majoritaires jusqu'en 2008. Qui était un système assez généralisé et qui, hélas, se produisait dans tout un tas d'autres villes. Donc le maire corrompu, M. Carignan, a raison de dire pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Il se trouve que nous sommes assez fiers d'avoir été parmi les rares villes à avoir révélé un système de corruption qui atteignait l'ensemble des services publics. Alors, notre objectif n'était pas de lutter contre quelque chose, mais au contraire d'agir pour les services publics, et en particulier un service public essentiel, celui de l'eau et de l'assainissement, qui était spolié. En l'occurrence, les juges ont révélé que c'était par corruption, voyages, appartements, croisières en Méditerranée, j'en passe et des meilleurs, en échange d'avantages personnels, il avait été corrompu. Et les corrupteurs, là encore, ce maire corrompu a raison de dire pourquoi les corrupteurs n'ont pas tous payé, car seuls des intermédiaires de la Lyonnaise des Eaux ont été condamnés. La maison mère n'a pas été condamnée.
Le président, le PDG, Jérôme Monod, n'a pas été condamné, il a été simplement entendu comme témoin. Donc nous avons agi pour retrouver nos services publics de l'eau et de l'assainissement. Nous les avons remunicipalisés et aujourd'hui, ce sont des services qui marchent très très bien, qui sont parmi les meilleurs en France, et c'est un patrimoine commun que nous avions depuis 1882, et donc c'est un élément essentiel. Lara, c'est un parcours incroyable. C'est une jeune femme qui a 18 ans, s'écroule dans sa salle de bain, victime d'un AVC massif, et dont elle va apprendre 4 ans plus tard que c'est lié à la pilule de 3e génération qu'elle prenait. Bon, évidemment, elle tombe des nues, elle se dit qu'il faut qu'elle alerte, elle dépose plainte, le scandale éclate, c'est Le Monde qui révèle l'affaire, le journal Le Monde, et Marion va se battre, parce que déjà, bon, elle va se battre contre elle a eu beaucoup de séquelles après son AVC, et elle va porter l'alerte, et elle va obtenir le déremboursement des pilules de 3e et de 4e génération et une limitation des prescriptions. Je m'appelle Florence Méréo, je suis journaliste en charge des questions de santé et autrice de l'ouvrage Les Résistantes. Les Résistantes, ce sont des portraits de femmes, de 12 femmes qui ont été toutes victimes ou témoins d'une injustice médicale, qui ont souffert d'un médicament, d'un dispositif médical, d'une addiction qui a eu un impact négatif sur leur santé et qui en fait ont décidé de ne pas se cantonner entre guillemets à leur statut de victime, mais de se soulever et qui ont réussi à obtenir des avancées en santé publique dont nous tous, femmes, hommes, tout le monde profite aujourd'hui. Des lanceuses d'alerte, et même maintenant, on a presque l'habitude maintenant de dire les porteuses d'alerte, parce que c'est des lanceuses d'alerte, mais c'est aussi des femmes qui ont porté l'alerte sur la durée. Certaines se battent depuis 5, 10, 15 ans, voire plus pour certaines affaires sanitaires, comme le Distilben par exemple, qui est un médicament qui a été interdit en 1977, mais dont on se rend compte qu'il y a encore des conséquences pour les générations. Donc avec deux femmes en l'occurrence dans le livre, une mère et sa fille qui continuent à se battre pour informer les femmes des effets du Distilben. Il y a des affaires plus récentes, telle l'affaire du Levothyrox, qui est un médicament qui a été pris par 3 millions de personnes et qui a entraîné des effets secondaires lors de son changement de formulation. Et donc là, pareil, on a une équipe avec Annie Dupéret et une présidente d'association qui s'appelle Chantal Loire, qui ont donc dénoncé les effets indésirables et qui ont obtenu des avancées, parce que c'est quand même ça qu'on veut dire, c'est qu'il y a des effets positifs dans leur alerte. Elles ont obtenu, elles et d'autres bien sûr, qui est 6 alternatives aux médicaments sur le marché, une meilleure information des patients, et ça, on le doit à ces femmes. Non, on avait dit, pour changer le Levothyrox, en prenant un nouveau Levothyrox, qu'il faudrait qu'il soit plus stable. Parce que l'ancien Levothyrox, effectivement, était donné sur 3 ans. Et on disait qu'au bout de 3 ans, il perdait la stabilité. Très bien, sauf qu'on aurait pu très bien réduire à 2 ans la péremption. Et il faut savoir que le nouveau Levothyrox, quelle est la péremption? 2 ans. Donc vous voyez effectivement que tout ça n'est pas très clair. Et donc, moi, j'attends toujours une étude scientifique pour lever un mystère médical. Car ça reste un mystère médical, un mystère scientifique. Et moi, je veux encore féliciter Annie Dupéret, qui a joué un rôle très important, il ne faut pas minorer, elle est à la fois actrice et lanceuse d'alerte, ça veut dire qu'on peut être les deux. Et je vous remercie Madame Annie Dupéret. Sur la date de péremption, effectivement, j'avais dit à Madame Buzyn que si on veut choisir un mensonge, une date de péremption, c'est formidable. L'instabilité d'un médicament, vu que la thyroïde elle-même est instable, qu'est-ce qui est instable? Le médicament ou la thyroïde? Donc si on veut choisir un mensonge, il est parfait. Déjà, on peut se demander pourquoi que des femmes dans le livre, parce qu'en fait les femmes finalement je me suis rendu compte que c'était elles qui avaient payé le plus lourd tribut des crises sanitaires de ces dernières décennies. Prenez le Distilben, le Levothyrox, prenez la Dépakine, les implants mammaires PIP, prenez les implants de contraception et sûre, c'est souvent les femmes qui en payent le plus lourd tribut, et par contre c'est elles aussi dont on voit qui se révoltent et qui obtiennent des avancées. Oui, bien sûr qu'il y a une spécificité féminine, dans le sens où souvent les médecins leur rétorquent que bon, c'est souvent leurs hormones, que c'est souvent un petit peu dans leur tête. Certaines ont été cataloguées en burn-out alors qu'elles avaient un véritable problème avec un médicament. Donc oui, c'est une difficulté en plus, et c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant pour que demain, effectivement, la parole des femmes, des patients et des patientes, parce qu'il faut bien sûr des patients aussi, soit mieux pris en compte. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Et c'est ce droit de savoir qui est nié.
Alors je m'appelle Ella Kiriev, je suis aide-soignante, j'ai 30 ans, je vis à Marseille et j'ai travaillé en EHPAD pendant de nombreuses années et en 2016 je me suis vue licenciée car j'ai dénoncé la maltraitance institutionnelle dans l'EHPAD où je travaillais. J'ai été témoin d'énormément de choses qui portaient atteinte à nos libertés fondamentales. Notamment, j'avais l'impression que, j'ai toujours cette impression-là, qu'en France, quand plus on vieillit, moins on veut nous voir. Et quand on devient dépendant, on nous cache. Comme si on n'apportait plus rien à la société, donc on veut plus de nous. En EHPAD, c'est le cas. Une personne paye 3 000, 4 000 euros par mois et elle se retrouve limitée pour les protections. Protection, c'est des couches pour des personnes qui sont incontinentes. Elles sont limitées au niveau de leur repas, c'est-à-dire si elles ont envie de se reprendre un dessert, elles n'ont pas le droit. Si elles veulent avoir un deuxième morceau de pain, on ne peut pas. Le petit déjeuner, c'est pareil. Les sorties sont limitées. Et l'attente, elles sont tout le temps dans l'attente, ces personnes. Elles sont dans l'attente constamment, tout simplement parce que le personnel soignant, lui, est limité en nombre. Et là encore, tout est question de budget. Le personnel soignant a un résident pour 15 à 18 résidents. C'est très compliqué, c'est limité en temps, donc on ne peut pas faire comme on voudrait. On ne peut pas être bien traitant. On est bienveillant, mais on a du mal à être bien traitant. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas. Et ça a commencé à être insupportable de voir ça tous les jours. Donc j'ai décidé un jour d'écrire à ma direction, de leur expliquer que c'était insoutenable, que j'avais besoin de protection supplémentaire, que mon résident avait encore faim après le repas, que j'avais besoin de temps pour les toilettes, que j'avais besoin de temps pour les aides alimentaires. Des choses que j'ai revendiquées et c'était un cri d'alarme pour ma direction, mais qui n'a pas été entendu. Et là, quand j'ai vu que ma direction ne m'écoutait pas, ne m'entendait pas, et qu'elle n'écoutait pas mes collègues non plus, parce que derrière, j'ai eu quelques collègues qui ont aussi lancé cette alerte-là. C'est venu après, j'ai rencontré un syndicat après avoir alerté en interne. Je ne savais pas ce que c'était qu'un syndicat, je l'ai découvert. Et bien, heureusement que la CGT était là pour moi parce que sans eux, je pense que j'aurais jamais tenu le coup. C'est Karim Benali, 38 ans. Je viens de Metz, côté de la Lorraine. Je suis fier d'être lorrain. J'étais chauffeur intérimaire pour le groupe Suez, environnement, et en sous-traitance à ArcelorMittal. J'ai dénoncé le déversement d'acide au Crassier à Machpi à Florange et déversement d'acide sulfurique à la vis sans fin à la coquerie. Oui, j'étais chauffeur. Chauffeur, mais j'avais pas la capacité à rouler les véhicules de matière dangereuse. J'étais intérimaire, on m'avait obligé me forcer à rouler ce véhicule et je l'ai fait. J'allais au décapage à Florange, chargé de l'acide souillé. Cet acide-là, on s'en sert pour nettoyer tout ce qui est tôle. Ça veut dire qu'il y a de la rouille, il y a tout dedans, tout ce qui est tous les déchets. Au lieu d'être recyclé chez Veolia, moi je le pompais et je le déversais au Crassier à Florange, à Machpi. Ce qui était totalement, bien sûr, illégal. Illégal, avec des faux bons de livraison et des grosses magouilles d'harceleurs. J'ai décidé de faire cette vidéo pour dénoncer. Je l'ai toujours fait, après cette vidéo, j'ai continué à le faire, mais j'ai fait cette vidéo pour montrer aux gens qu'on nous parle d'écologie tous les jours, mais finalement les industriels ne jouent pas le jeu. Et voilà comment on recycle les déchets à Florange, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature, on bosse.
Et voilà. Et on dit ça que c'est de la goutte de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, commencer à rouler en voiture, les prix météo, mais bon, Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Alors voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations, même pas 2 km de vol d'oiseau des habitations. Et ça, ils nous cassent les couilles de rouler pair et impair. Et voilà, l'État français. 28 mètres cubes d'acide. Ce qu'Adrian fait correctement son travail par rapport à cette industrie, ArcelorMittal, c'est pas rien, c'est une boîte du CAC 40, c'est une boîte multinationale, c'est le premier producteur d'acier dans le monde. Et voilà, lancer l'alerte en France, tout dépend. On peut balancer son voisin et il peut être sanctionné, mais on ne peut pas balancer une multinationale qui pollue tous les jours, à Fos, à Dunkerque, à Florange, récemment à la coquerie à Florange pour un déversement d'acide sulfurique à la vie sans fin, dénoncé par la CGT il y a quelques semaines. Et finalement, l'Adrien, est-ce que fait son travail? Est-ce que l'État fait son travail? Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Karim il avait déversé le 21 décembre 2016, et dans la foulée, en fait, il a souhaité alerter les autorités. Et il s'est rendu à la caserne de pompiers de Romba, où il a rencontré un pompier, où il a présenté les vidéos et il lui a expliqué ce qui se passait. Et alors là, manque de chance pour Karim, en fait, il tombe sur le seul pompier de la caserne qui travaillait chez ArcelorMittal. Et au lieu d'alerter la hiérarchie, il va transmettre, il va informer la direction d'Arcelor. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Alors, je m'appelle Léna Lazare, je suis étudiante en licence de mathématiques et de physique à Sorbonne Université. Et je milite pour le mouvement des jeunes en grève pour l'écologie, qui s'appelle Youth for Climate au niveau international. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans un salon du livre des lanceuses et des lanceurs d'alerte? En quoi ça vous concerne? Comment vous êtes touché par ce travail-là? Alors c'est vrai que de base je ne me considère pas vraiment comme lanceuse d'alerte, mais c'est vrai que tous les jeunes qui sont descendus dans la rue ou ont bloqué des entreprises au final ont eu ce rôle-là cette année, et j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience assez globale aussi grâce aux jeunes qui sont mobilisés. Et bon, l'alerte est lancée par les militants écolos depuis les années 70, mais malheureusement on doit toujours et encore répéter quelle est la situation. Et encore, ce qui est plus important, je pense, c'est de vraiment cibler les réelles causes du problème. On pointe du doigt donc le système économique, le capitalisme, le productivisme. On pointe aussi du doigt les structures étatiques et démocratiques qui, je pense, ne nous permettent pas actuellement de résoudre les problèmes écologiques, et on pointe aussi donc toutes les structures de domination qui en découlent. On essaie d'être très inclusif. Je pense que c'est aussi à cause de la colonisation, du racisme et du patriarcat qu'on en est là actuellement. Parce que pour rappeler, vous êtes maraîcher biologique, oui. Donc éventuellement toutes les substances qui peuvent se déposer sur votre terrain. Alors, je vais quand même expliquer le contexte. Il se trouve que en Savoie, la pollution atmosphérique fait rage. Si vous voulez, j'ai encore les données là, des années 2011, 2012, 2013. On avait bien plus d'une trentaine de jours d'information et alerte niveau 1. Quoi. Donc c'est à peu près l'équivalent de Grenoble, où il y a un plan particulier de protection de l'atmosphère. En Savoie, les autorités n'ont jamais voulu reconnaître que la Savoie, qui abrite, la Haute-Savoie certainement, mais le mot Savoie est associé au Mont Blanc, au ciment léger, etc., au ski. Donc on ne va pas faire un plan de protection de l'atmosphère. Voilà. Et pourtant, nous étions au même niveau que Grenoble. Et donc le sujet a commencé
lorsque en 2013 on subissait un pic de pollution insupportable. Vous le savez très bien aussi ici, de toute façon. Mais c'est vrai que le problème qui est particulier en Savoie, c'est que vous avez en fait les vallées sont donc fermées, et la pollution qui va monter jusqu'à une certaine altitude, mais admettons, je ne sais pas, 600 mètres, 800 mètres, est concentrée dans le fond de vallée. Et avec les inversions de température, quand il fait froid l'hiver, eh bien, vous avez toute la pollution qui reste en fond de vallée. Mais très gravement, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le pays du Mont Blanc, on ne voit pas le Mont Blanc. Voilà, c'est-à-dire, alors on met ça sur le dos de la brume, n'est-ce pas ? Mais finalement non. Donc en 2013, quand il y avait donc des quantités, un pic de pollution très très important, c'était au mois de décembre, le 13 décembre, c'était insupportable. Finalement, près de chez nous, dans des villages voisins, il y avait des feux gigantesques qui brûlaient. Et ce jour-là, donc c'était l'alerte 1, donc il fallait rouler à 70 km/h. Et donc les feux continuaient, mais des feux de pépiniérisme viticole qui faisaient la moyenne des feux entre 500 m3, 800 m3. C'est gigantesque, quoi. Ça fait une fumée, ça fait des nuages de fumée. Je peux vous montrer les photos là, parce qu'en plus on n'est pas très loin. Ça fait des nuages de fumée qui font 10 km de long, quoi, qui sont irrespirables. Il faut savoir en plus que ce sont des bois traités toute l'année avec des pesticides, à 100%. Il n'y a pas de bio dans tout ça. Bon. Et donc les bois sont chargés en pesticides, sont donc concentrés. Toutes ces matières partent dans l'atmosphère à basse altitude. L'hiver, ça reste à basse altitude. Les gens vivent là-dedans. Et bien entendu, on peut supposer que les maladies respiratoires devaient s'enchaîner, se généraliser dans le secteur, évidemment. Mais ça, c'est une chose qui durait depuis toujours. Cette contribution au changement climatique, elle est évidente parce que 5000 tonnes, ça correspond à 10 gigawattheures à peu près, correspondante, et c'est brûlé, si vous voulez, ça n'apporte rien à personne. Si vous voulez, c'est de l'énergie complètement perdue. Mais officiellement, il y a des restrictions qui ne sont pas respectées, ou alors il n'y a pas de restrictions? Et un jour, par hasard, on est tombé. Il fallait, pour interpréter un texte, il fallait comprendre ce que c'était une zone sensible à la dégradation de l'air. Et en fait, elles étaient identifiées dans ces règles européennes, ces règles européennes, et transposées en droit français. Et elles existent, donc en Savoie, il y a 89 communes qui sont considérées en zone sensible à la dégradation de la qualité de l'air. Et donc, en fait, ça fait absolument toutes les vallées de Savoie, pratiquement. Et donc, dans ces vallées, il y a, je ne vais pas dire que c'est l'équivalent d'un plan de protection de l'atmosphère, mais il y a beaucoup de restrictions et les brûlages justement sont interdits. Et quand on a découvert cette affaire, on a mis en demeure les maires de tout le secteur, mise en demeure, accusés de réception. On leur a dit, faites respecter cette loi, on leur a envoyé toute la réglementation. Et on leur a dit, cette fois-ci, vous ne pouvez plus échapper à la... Et là, du coup, la préfecture qui s'est dit, bon, cette fois-ci, on peut plus tergiverser, louvoyer. Finalement, là maintenant, les autorités estiment à 30 000 m3, ce qui fait environ 10 000 tonnes. Voilà. Soit on contraint les pouvoirs économiques et politiques à changer, soit, je sais pas, il y a un rapport de force tellement énorme qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, même si dans tous les cas, vu les changements qu'il y a à faire, ce sera forcément révolutionnaire. Ce pourquoi je me bats, c'est une société donc, qui sera sobre, avec une démocratie directe à un échelon plus local, et donc totalement sortie du capitalisme et du productivisme. Vous vous sentez vraiment responsable? C'est ça la question. Le préfet, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il change de place, il va à un autre endroit, à un autre département. L'administration n'est pas vraiment responsable. Et nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, l'ultime responsable, c'est le représentant du président de la République sur la commune, c'est le maire.
J'espère qu'il va se passer des choses, qu'on va continuer à construire un rapport de force. Actuellement, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'organisations écolos qui s'impliquent réellement dans les mouvements sociaux, et ça, je pense que c'est un problème. Et donc, je sais pas, pour l'avenir, dans le meilleur des cas, je pense qu'on arrive à établir un vrai rapport de force. Ce qui est important en fait, c'est de s'engager, c'est d'agir. Et après, bon, il y a des gens qui me disent que oui, ce que je fais, ça les intéresse, ça les passionne, ça les motive. Moi, plein de gens me remercient, mais je remercie aussi plein de gens pour ce qu'ils font. C'est important de remercier les gens parce qu'on est tous ensemble engagés pour un monde totalement humain et pour les droits sociaux, le droit de l'environnement, une vraie démocratie. Donc c'est ça qui compte, c'est l'urgence à s'engager dans la convergence des luttes. C'est comme un cri, c'est-à-dire que c'est un appel, c'est un cri à... Moi, ça m'est venu de mettre ça sur des grandes pancartes en carton-plume, de mettre des slogans parce que c'est un cri de révolte par rapport au cynisme de nos dirigeants, donc, qui nous considèrent comme des serpillères et qui nous marchent dessus. Donc on est obligé de se révolter, de marcher debout, d'être des peuples debout pour constamment lutter ensemble pour un monde meilleur et pour la justice sociale, l'environnement, la paix, la démocratie. Il y a urgence pour ça depuis toujours, mais encore plus maintenant. Prendre en charge sérieusement et à bras le corps l'urgence écologique, elle est liée au fait qu'il faut aujourd'hui avoir une approche intégrale, c'est-à-dire bien comprendre que la question c'est de s'attaquer aux causes de l'emballement climatique, aux causes de l'effondrement du vivant. Et donc ça implique de changer complètement de vision du monde par rapport à une vision du monde dans laquelle on nous a raconté que la croissance économique faisait le bonheur et le bien-être de la population, qu'il fallait produire davantage, produire des richesses, que la question était de pouvoir produire davantage pour pouvoir mieux redistribuer ces richesses, etc. En fait, toute cette vision-là du monde se fracasse contre le mur de son résultat, c'est-à-dire la destruction accélérée du climat et du vivant, et accélérée dans des proportions, pour prolonger ce que disait Dominique, où c'est les scénarios scientifiques les plus pessimistes qui sont aujourd'hui dépassés par les faits. Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolice et policier au renseignement territorial. Il y a de nombreux dysfonctionnements et dérives dans la police nationale. Ça fait maintenant 10 ans que je milite dans le syndicalisme pour les dénoncer, mais surtout essayer de progresser et de faire des propositions pour plus que ça n'arrive. Et au bout d'un moment, pour un petit peu condenser tout ça, expliquer comment ça se passe, c'est que un plus grand nombre de personnes soient touchées, j'ai choisi d'écrire un livre. Alors les pistes, c'était l'objet du livre en fait. Les pistes, c'est pas de donner des pistes, c'est des pistes de réflexion parce que la police en fait est au service du peuple. Et c'est au peuple de décider de ce qu'il veut faire de sa police. À l'heure actuelle, le gouvernement et puis depuis plusieurs gouvernements précédents, la question qui se sont posées, c'est comment utiliser la police. Nous, la question qu'on pose et l'objet de l'ouvrage, c'est pourquoi utiliser la police, à quel but, quelles sont ses missions et quelle police on veut. Voilà. À partir de là, il y a des pistes de réflexion. Il y a une des pistes assez évidente, c'est la réforme de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, c'est la police qui enquête sur la police. C'est satisfaisant ni pour les citoyens, ni pour les policiers. Parce que par exemple, je donne encore l'exemple des suicides, à France Télécom, c'est pas France Télécom Orange qui a enquêté sur elle-même. Donc ça finit en correctionnel. Chez nous, quand un policier se suicide, c'est la police qui enquête sur elle-même et toujours c'est un problème personnel, c'est pas de chance et on enterre le dossier. Et d'ailleurs, la France a signé un code éthique de police européen en 2001 qui demande cette contrôle indépendant de la police. Pour des raisons évidentes, ils ont dit même si les policiers font de façon professionnelle et consciencieusement leur travail, il y aura toujours ce risque
et cette confusion de doute, est-ce que vraiment ou pas. Et malheureusement, à l'heure actuelle, vu toutes les enquêtes IGPN, par exemple sur le mouvement des Gilets jaunes qui n'ont pas abouti, les enquêtes sur les suicides qui dans la police qui n'aboutissent pas, en fait, on a l'impression que ça donne raison en fait à cette opacité. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas que la police soit pas contrôlée, ce soit contrôlée par l'extérieur. Je pense au syndicat des commissaires qui a dit qu'il fallait tuer les avocats militants. Parce qu'ils avaient une proposition de l'avocat de la Ligue des droits de l'homme de supprimer l'IGPN. Supprimer une institution, ça peut se comprendre. Supprimer des avocats, c'est les tuer, c'est le Larousse qui le dit. Donc en fait, il y a certains qui sont en roue libre complètement et ceux-là, évidemment, ne sont pas d'accord avec nous. C'est le service après-vente de M. Castaner. Et la base, après, il y a différents profils. C'est comme dans toute société humaine, il n'y a pas de profil type, il y a des gens qui sont contents de ce qu'on fait. Je vais donner l'exemple d'un commandant de CRS, par exemple, qui est venu me voir, qui m'a dit « Monsieur Langlois !» Je lui dis « Oh là là, bravo pour ce que vous faites, ça fait plaisir qu'il y ait des syndicalistes qui font réellement leur travail. » Et quand je lui ai proposé, rejoignez-nous en fait, venez nous aider. Il a dit, oui, mais pour le moment, ma carrière est gérée par les syndicats qui ont des sièges. Et donc, je voulais vous apporter mon soutien oralement, mais après, j'ai des avancements, des mutations, et je ne lui jette pas la pierre, je comprends parfaitement le système. Donc en fait, le système est fait pour que les gens ne votent pas par conviction aux élections professionnelles, mais votent par intérêt. C'est dans la fonction publique en général, mais particulièrement dans la police, parce que là, c'est plus de la... Au départ, le système était les syndicats surveillent que l'administration ne fasse pas n'importe quoi. Pourquoi pas? C'est devenu maintenant l'administration laisse les syndicats faire en échange de la paix sociale, ce qui n'est pas admissible. Et ce qui fait qu'aux dernières élections professionnelles, il y a des syndicats qui sont allés voir, on a voté pour la première fois par vote électronique par exemple, et il y a des gens qui avaient dit on va voter pour vous, parce qu'on verra ce que ça donne, mais l'urne est secrète. Malheureusement, le vote n'a pas été secret, parce que certains délégués de syndicats majoritaires sont allés voir leurs adhérents, on dit tu me donnes tes codes pour voter, sinon pendant 4 ans pas d'avancement et de mutation, et si en plus j'ai un doute, je vais te pourrir ta carrière pendant 4 ans. Le gars nous a dit écoutez, j'ai donné mes codes. Voilà, et même l'administration, en sachant ça, un article du Canard enchaîné, a laissé faire. Donc il y a 4 cours. Donc ça montre les pressions psychologiques qui peuvent être subies. Donc quand le gouvernement dit à cause des gilets jaunes, les policiers se suicident. Non, en fait, c'est un raccourci. C'est à cause de la gestion du mouvement des gilets jaunes par les autorités, dont le préfet, dont le ministre. Les policiers, en fait, perdent le sens de leur métier, ne peuvent plus se reposer et ne savent plus comment s'en sortir. Si c'était géré convenablement en interne, on n'en serait pas là. À notre sens d'analyse au niveau du syndicat, c'est plutôt un système. L'institution pousse au crime. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des gens très bien, mais en fait, l'institution va les déformer pour les pousser à avoir des comportements déviants. Je donne un exemple tout simple, par exemple pour la falsification des statistiques, c'est-à-dire requalifier les faits c'est l'institution qui veut de la communication, qui veut des chiffres, qui veut... Donc pour avoir une prime, il va falloir truquer les statistiques pour être bien vu, pour avoir son week-end, pour avoir ses vacances en famille. Donc il y a plein de petits chantages mesquins qui font que l'institution dit nous ce qui nous intéresse c'est pas la qualité du travail, c'est le rendement statistique. Tant qu'on n'aura pas changé ça, en fait les ordres vont descendre et on va arriver à ça. Donc je vais me concentrer sur ce qui est rentable. Donc c'est catastrophique et ça part du ministère. C'est-à-dire que les directives disent concentrez-vous sur ce qui est rentable. Donc on n'aura pas changé les ordres qui viennent d'en haut et l'institution qui donne des primes pour un travail finalement médiocre et qui ne protège personne, l'institution posera à ça. Après, ce qui est nouveau par rapport au mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'institution protège complètement ces comportements déviants et les encourage. C'est-à-dire qu'on a une minorité malheureusement de collègues qui sont chez nous, qui ont des comportements inadmissibles et ils sont couverts. Je vais donner l'exemple, le dernier en date, c'est qu'il y a par exemple à Bordeaux, un pompier volontaire s'est pris 2 tirs de LBD dans le dos. Ce sont des agents de la BAC qui prennent les devants et tirent à plusieurs reprises au LBD en direction du cortège. Au total, pendant toute l'intervention, nous avons compté 8 tirs. Mais revoyons la scène depuis l'angle situé rue de la Maison Dorade, devant l'Apple Store. Olivier Béziade est le dernier à se mettre à courir. Il sort du champ de la caméra au moment où 2 agents parviennent à l'angle de la rue. Mais regardons la suite.
Olivier Béziade a-t-il été touché par un tir de LBD 40 ? Par une grenade ? A-t-il tout simplement trébuché ? Et surtout, a-t-il adopté un comportement menaçant pouvant justifier une telle intervention ? Les comportements déviants sont a priori encouragés, vu que par exemple ce qui s'est passé à Bordeaux, le journal Le Monde a pu faire l'enquête, l'IGPN ne l'a pas terminé, en disant il y a un doute, on ne sait pas ce qui se passe. Et pire que ça, le gouvernement et nos dirigeants actuels ont envoyé un message très fort, et à mon sens très négatif. C'est le préfet allemand qui était à Bordeaux en poste à ce moment-là, qui a couvert ces agissements en disant non, parce qu'il y avait des scènes de chaos, des pillages de magasins, des violences insupportables. Bon, la zone était calme, c'est quelqu'un qui s'en allait. Et cette personne a été promue préfet de police. Préfet de police à Paris, il y a les plus grosses manifestations à gérer. Et au final, cette personne, et c'est illustré Place d'Italie la semaine dernière, déjà en interdisant une manifestation déclarée, donc ça donne, si vous faites les choses légalement, on va quand même vous embêter, c'est-à-dire que par ce tour de passe-passe administratif, il a transformé toutes les personnes qui étaient manifestants autorisés en délinquants. C'est une honte, il a nassé la place, rien n'a été fait pour protéger les manifestants, les riverains de toutes les personnes qui étaient venues commettre des infractions. Et même chose, la place était en chantier, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour dégrader des blocs. Voilà. Et à côté de ça, il déclare le lendemain à une dame d'une 60aine d'années. Parce que c'est oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ouais, bah, voyez. Madame, nous ne sommes pas dans le même camp, sous-entendant que c'est une casseuse et quelqu'un de violent. J'invite ce monsieur l'Allemand à venir en manifestation face à des blocs, back-blocs violents et pas une dame qui vient manifester pacifiquement. Et en tant que policier, c'est très grave ce qu'il a dit. Parce que déjà, on a un devoir de neutralité pour commencer, on s'en fiche de ce que pense chaque policier, chaque fonctionnaire. Mais les deux camps, moi en tant que policier, j'en vois deux. Ceux qui font des infractions au code pénal et les autres. Et lui, il est en train de qualifier un délit d'opinion. Et le délit d'opinion n'existe pas. Et c'est des choses comme ça où on se dirige vers un régime de plus en plus autoritaire, voire totalitaire sur certains points. Et c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on lance l'alerte. La police ne pourra pas se réformer en interne. C'est pas possible, l'institution est complètement vérolée et ceux qui sont aux commandes ne changeront pas, c'est à leur avantage. Par contre, maintenant, c'est un appel citoyen pour que ça revienne de la base, car nous sommes dépositaires en tant que policiers de la force légitime au nom du peuple, pas au nom du gouvernement, pas au nom de l'usage particulier de quelques personnes. Donc c'est un appel à la réforme qui vient de la base et du peuple. On rétablit l'ISF, mais on va investir à 100% toutes les sommes qui s'investissent dans l'économie, dans le capital des PME. Il y a le CICE, écoutez, ça coûte 40 milliards par an, il y a 20 milliards qui sont captés par les plus grandes entreprises de ce pays, qui distribuent 57 milliards de dividendes en 2018, qui en 10 ans ont supprimé 150 000 emplois en France pour en créer 230 000 à l'étranger. On va peut-être arrêter de financer ces très grandes entreprises et concentrer sur celles qui créent de l'activité en France, c'est-à-dire les PME, réserver le CICE aux PME. Il y a eu une telle profusion d'affaires. En plus, la grande nouveauté par rapport à Clearstream, aux affaires que j'ai sorties, c'est la fédération de journalistes ensemble, les consortiums, etc. Donc ça aide beaucoup. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est fiscalité, on peut très bien, quand on veut dénoncer des fraudeurs, etc., contacter le fisc, pas forcément la presse, et même aujourd'hui, si on a le bon réseau, on peut même tirer bénéfice de certaines dénonciations quand il y a des grosses fraudes fiscales. Maintenant, quand on veut dénoncer des scandales, quand on est dans une multinationale ou des grosses boîtes, c'est à la fois... je crois que c'est vraiment un problème de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devient tellement insupportable pour la personne qui travaille dans la boîte que quand il se lève le matin, il est noué et donc il se dit le seul moyen de me sortir de ce piège, c'est d'en parler. Donc là, il peut en parler à un journaliste, il peut contacter un avocat ou il peut voir une association comme la Maison des lanceurs d'alerte, etc. On essaie de s'organiser. Alors il y a des histoires positives comme celle d'Antoine Deltour par exemple, et il y a des histoires plus dures comme celle de Karim Ben Ali que vous avez peut-être rencontré, qui lui est un lanceur d'alerte qui est plus difficile. Ce que j'ai souvent du mal à expliquer à ces personnes, c'est que nous, on va écrire un article si l'affaire a un intérêt public, c'est-à-dire au-delà du cas personnel, de la souffrance de la personne qui nous sollicite. Est-ce que ça peut intéresser au-delà? Est-ce que ça
est-ce qu'elle soulève un problème social, politique Je comprends cette difficulté parce qu'on est très sollicité en tant que journaliste par des citoyens qui veulent dénoncer des choses. Et effectivement, c'est difficile de tous les jours pouvoir y répondre favorablement. C'est vrai que souvent, les lanceuses d'alerte et les lanceurs d'alerte doivent batailler avant de mobiliser l'opinion et les médias. Mais c'est vrai que les personnes très sérieuses qui arrivent avec des éléments et un vécu très personnel, il y a quand même une écoute aujourd'hui journalistique et de plus en plus. Moi, je crois qu'on va plutôt dans le bon sens, dans l'écoute des citoyens, en tout cas sur les questions de santé, donc celles que je connais. Il peut y avoir une information, il peut y avoir une histoire dans ce qu'elle raconte, mais c'est pas bien organisé ou c'est pas bien proposé et mis en avant. C'est un peu brouillon, donc on peut passer à côté. Je pense que ça arrivé plein de fois de passer à côté de sujets. Alors, je suis Frédéric Lemaire, je suis secrétaire de rédaction à Acrimed. Acrimed, c'est une association de critique des médias qui a été fondée en 1995, en fait, suite aux grandes grèves de 1995, d'une nécessaire transformation du système médiatique, c'est-à-dire qu'on considère que si un autre monde est possible, d'autres médias sont nécessaires. Et donc on est vraiment parti de ce point-là. Notre analyse, c'est qu'on reprend aussi en partie l'analyse du sociologue Patrick Champagne, c'est que le journalisme et les journalistes sont soumis à ce qu'on appelle une double dépendance, c'est-à-dire une dépendance vis-à-vis du pouvoir économique et une dépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Alors la dépendance vis-à-vis du pouvoir économique, on la connaît, on l'a documenté d'ailleurs justement dans cette carte des grands groupes de médias. Qui tournent beaucoup sur les réseaux. Voilà, donc on l'a fait avec le monde diplomatique, où on montre en fait qu'il y a un certain nombre de grands groupes de presse qui contrôlent la grande majorité des grands médias, en tout cas de grande diffusion. Et donc ce contrôle, on va dire, actionnarial n'est pas sans effet sur le travail des journalistes. Donc ça, c'est le premier aspect. On peut éventuellement rentrer un peu plus en détail, mais le deuxième aspect, c'est aussi la question politique, c'est-à-dire qu'il y a des pressions politiques qui peuvent être exercées au niveau des rédactions en chef, etc., par les pouvoirs politiques. Il y a aussi un certain nombre de lois que certains commentateurs disent justement liberticides, parce que justement elles contraignent un peu les possibilités pour les lanceurs d'alerte de pouvoir dénoncer un certain nombre de choses. Et donc les journalistes sont pris sous cette double contrainte qui fait qu'il est de plus en plus difficile, effectivement, pour en revenir à votre question, de sortir des sujets, parce qu'il y a cette menace un peu, on va dire, juridique. Tous les articles, quasiment chaque article qu'on a publié sur le Rassemblement national et notamment son financement ont donné lieu à des procès. Il y en a eu un encore ces derniers jours. Cette difficulté en interne de sortir des sujets parce que les rédactions en chef vont être un peu timides et peut-être parce que ça va agacer le propriétaire ou les amis du propriétaire. Donc toutes ces contraintes font que c'est de plus en plus difficile, mais en même temps il faut bien signaler qu'il y a de plus en plus de médias indépendants qui sont capables justement de prendre en charge ce travail d'enquête. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous rend optimistes. Les journalistes ont envie de faire du journalisme, mais malheureusement des fois sont contraints par rapport à ça. Alors justement, comment faire pour changer les choses? Alors on sait qu'il y a la question des médias indépendants qui permettent d'avoir une certaine liberté, etc. Mais ça ne change pas, on va dire, il faut bien savoir qu'il y a une grande partie de la population aussi qui dépend de ce qu'on appelle les médias mainstream et les grands médias. Donc justement, nous ce qu'on défend, c'est que la question des médias est une question politique et qu'il faut des changements, il faut porter un certain nombre de changements au niveau du système médiatique. Vous avez cité la question des aides à la presse, donc nous on défend justement une refonte intégrale du système d'aide à la presse qui ne devrait pas bénéficier aux grands milliardaires, aux grands groupes de presse, mais qui devrait bénéficier à la presse justement indépendante, à la presse locale qui fait un travail de journalisme et qui participe au pluralisme. Donc là il y a un vrai enjeu par rapport à cette question des aides à la presse. Après on considère que il faut réduire dans la mesure du possible l'influence justement des actionnaires, des grands groupes de presse sur les médias.
Et ça suppose à la fois donc, ce que je disais sur la refonte des aides à la presse, la possibilité qu'il y ait un soutien public, mais plus généralement, nous ce qu'on considère c'est qu'il faut qu'il y ait une possibilité d'avoir un pôle public qui intègre à la fois un service public qui ait les moyens de faire de l'information de service public, parce qu'on considère que l'information est un bien public, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas justement subventionné avec de l'argent public. Donc à la fois un service public ambitieux, à la fois des médias indépendants qui puissent être éventuellement subventionnés sans être contrôlés par le pouvoir politique. Et s'agissant du secteur privé, eh bien, si des actionnaires veulent investir dans des médias, qu'ils le fassent avec leur argent, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient subventionnés. Moi, j'ai été un des premiers à défendre les lanceurs d'alerte il y a 20 ans en France, et je pense au commandant Philippe Pichon qui a été écrabouillé professionnellement parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune loi qui protégeait les lanceurs d'alerte. Donc les grandes difficultés, les grands obstacles pour les lanceurs d'alerte, c'est évidemment le risque de représailles, c'est le risque de mesures, de procédures judiciaires, diffamation, poursuite pour recel de vol de documents, licenciement le plus souvent abusif, et qui conduisait à une forme de mort sociale ou professionnelle. La première difficulté, c'est la solitude, c'est-à-dire que moi j'avais mis la main sur des documents extrêmement incriminants pour ces pratiques fiscales, des documents très confidentiels. J'étais auditeur dans un des 4 grands cabinets d'audit, j'avais mis la main sur ces documents très confidentiels, j'avais démissionné, et que faire de ces documents? Je peux déjà pas crier sur tous les toits que j'ai des documents d'intérêt public, je veux dire, c'est quand même, je suis pas censé les avoir, je suis pas censé les communiquer, donc c'est vrai que là il y a un peu une solitude dans la démarche, et pourtant il faut chercher de l'appui parce que je suis pas moi-même fiscaliste, donc j'avais besoin de confirmer l'interprétation que je faisais des documents. Et après, la principale difficulté, ça a été les poursuites judiciaires, donc c'est-à-dire une fois qu'il y a eu un traitement médiatique, notamment par la ICIJ de ces documents, donc le Consortium international du journalisme d'investigation. Après, j'ai été inculpé suite à la plainte du cabinet d'audit qui m'employait, et donc j'ai dû me défendre devant les tribunaux luxembourgeois de 5 chefs d'inculpation qui me faisaient encourir jusqu'à 10 ans de prison et plus d'1 million d'euros d'amende. J'ai été acquitté après un pourvoi en cassation au Luxembourg, acquitté tous les faits en rapport avec les LuxLeaks. Et du coup, cette alerte est maintenant totalement terminée, ce qui est quand même plutôt rare pour un lanceur d'alerte, ça se termine bien. Les obstacles en grande partie, c'est l'inertie qu'on peut rencontrer, que ce soit l'inertie dans les actions juridiques. Ça peut être par exemple un juge qui n'est pas suffisamment bien formé à la compta, et malheureusement ils sont très nombreux en France, ils sont immensément majoritaires. C'est la presse mainstream qui ne va pas relayer des sujets extrêmement importants en termes de fraude ou d'évasion fiscale. Donc c'est pour ça que maintenant je travaille énormément avec la presse alternative, par exemple la Web Télé, le Média, prochainement peut-être Bastamag. Donc voilà, il faut avoir des stratégies pour lutter contre cette inertie. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir mon livre Là où est l'argent aux éditions Les Arènes, donc pour montrer l'envers du décor, mettre la lumière sur ce qui se passe dans les paradis fiscaux et comment les fraudes sont organisées. Et moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de procès, j'ai pas eu de conséquences. Quelque part presque les risques que j'ai pris le plus, c'était quand j'espionnais pour les services français. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a eu aucun procès de la part de hauts fonctionnaires français que je dénonce dans le livre, ou de milliardaires, ou de politiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et même s'il y en avait, il n'y aurait pas de problème pour autant. Non, les difficultés, très honnêtement, ce sont plutôt les femmes qui les ont rencontrées, puisqu'elles ont toutes rencontré le déni, que ce soit le déni des médecins, des autorités de santé, des industriels. Donc c'est plutôt elles qui ont rencontré les difficultés. Moi, j'ai mis en musique leur histoire. Karen Ben Ali, votre vie, elle a un peu basculé. Ouais, un peu, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui t'est arrivé, la conséquence de quand on est un lanceur d'alerte comme vous, qui quand il dénonce ça ou qu'il dit, il ne sait même pas qu'il est un lanceur d'alerte? Moi, je suis devenu lanceur d'alerte malgré moi. C'est difficile pour vous parce que vous n'arrêtez pas de le dire. Qu'est-ce qui vous est arrivé là concrètement, ou votre situation aujourd'hui par exemple en 2019? Alors, sur les 3 dernières années qu'il y a eu, j'ai eu un burn-out, une hospitalisation de 2 mois en psychiatrie, j'ai eu perte de goût, perte d'odorat, j'ai eu les yeux rouges, j'ai eu des problèmes de couple qui mènent, comme tout lanceur d'alerte, j'ai eu des problèmes de famille, voilà, et voilà, c'est le trou noir, comment dire, on s'enfonce dedans.
Et j'ai alerté derrière les tutelles responsables, les ARS, l'inspection du travail. J'ai déposé des plaintes. Et c'est ce qui a fait que j'étais un petit peu la bête à abattre et qu'on ne voulait plus de moi dans cet établissement-là parce que je leur posais problème, je pointais du doigt tous les dysfonctionnements. Alors du jour au lendemain, je me vois licenciée parce que j'ai demandé une couche supplémentaire à mon cadre supérieur. Médiatiquement, ça a pris de l'ampleur et il arrive un moment où je fais une émission pour Envoyé spécial. Et suite à cette émission-là, entre le premier licenciement et Envoyé spécial, j'avais retrouvé du boulot. J'avais signé un CDI. Et pour Envoyé spécial, j'explique ce qui ne va pas. Le lendemain d'Envoyé spécial, je me vois licenciée une deuxième fois. Je demande est-ce que c'est à cause de l'émission, on me dit que non. Sauf que j'en suis persuadée parce que je n'ai rien fait de mal. Et je me dis c'est pas grave, et là tu vas prendre du poil de la bête et tu vas travailler ailleurs. Il y en a du boulot dans le milieu social et notamment dans les hôpitaux, les aides-soignantes, c'est pas ce qui manque. On en cherche partout. Sauf que là je me retrouve confrontée à des portes fermées partout. Donc toutes les structures me disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide-soignante. Les boîtes d'intérim ne me répondent pas. Et là, je ne travaille plus alors qu'avant ça, je pouvais travailler partout. J'avais du boulot, on m'en proposait tous les jours. Et je me rends compte que là, j'arrive à mettre un mot sur ce qui m'arrive, je suis blacklistée. La direction de l'hôpital pour lequel je travaillais a vu en moi quelqu'un de néfaste pour sa société. Parce que ça devient des sociétés très lucratives. Et perdre du pognon, ils ne veulent pas ça. Donc là, je comprends et c'est à ce moment-là que je comprends que je deviens une lanceuse d'alerte. Parce que je ne m'en étais pas rendu compte jusque-là. Je m'en suis rendu compte quand j'ai compris que les gens avaient compris le fond du message que je voulais faire passer et que les personnes se sont senties touchées, concernées, que ce soit les soignants, les résidents ou les familles ou des personnes qui ne connaissent même pas les EHPAD, elles se sont dit ouais, ça pourrait nous arriver à nous aussi un jour. Et savoir que on est détruit intérieurement, on est détruit physiquement, moralement, on n'a plus le goût à la vie et tous les repas de famille tournent autour de ton problème, ta vie tourne autour de ce problème-là. Et puis on saoule nos entourages, on parle que de ça, c'est le seul sujet qu'on aborde. Et ça fait. On a l'impression d'être. On comprend qu'on est lourd pour les personnes qui nous entourent, mais à la fois on a besoin de leurs oreilles attentives. Et c'est avec le recul que je peux comprendre qu'ils ont été fatigués d'entendre parler de ça, parce qu'aujourd'hui, moi, à mon tour, je suis épuisée. Au début, du mépris et du silence. Voilà. Après, on a eu la chance d'être médiatisé. Donc là, l'administration a réagi de plus en plus méchamment et violemment, jusqu'à s'en prendre à nos délégués pour les sanctionner. Je ne suis pas le seul de Vigie à être sanctionné. Et moi, ce qui m'est arrivé, donc du coup, pour avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un médecin police sur mes collègues, pour avoir dénoncé le taux de suicide complètement anormal dans la police nationale. Pour donner un exemple, depuis que notre directeur a pris ses fonctions il y a 2 ans, nous sommes à plus de 100 suicides. À titre de comparaison, à France Télécom Orange, ils ont eu 19 suicides et toute la direction a fini en correctionnel. Le troisième point également, c'était la falsification des chiffres de la délinquance, qui ont un impact sur la conscience professionnelle de mes collègues, mais sur les citoyens également, parce que les policiers sont répartis en fonction d'où il y a besoin de policiers ou pas. Et après, quand une victime vient, elle a besoin de considération, d'empathie, et si on lui dit non mais ce que vous avez fait, on minimise, en plus c'est humainement ce n'est pas tenable. Et après, il y a deux choses qui sont sous-entendues dans ma sanction, mais qui ne sont pas marquées noir sur blanc sur elle. C'est que le syndicat auquel j'appartiens, nous avons pris position sur la dénonciation de ce qui se passait d'anormal dans le maintien de l'ordre sur la gestion des gilets jaunes. Et en sortant d'un plateau télé, j'ai été convoqué à mon conseil de discipline. Et le deuxième point sous-jacent également, mais non marqué officiellement, c'est que la sanction a été signée par Monsieur le Ministre au lendemain d'une intervention sur l'affaire Benalla d'envoyé spécial. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aussi un syndicat de police qui avons trouvé ça complètement anormal que quelqu'un puisse se balader avec un brassard police, ce qui jette une confusion entre qui peut faire quoi, et surtout la réaction de l'Élysée qui aurait pu dire il y a un problème personnel, on a sanctionné gravement la personne. Ça n'a pas été le cas, donc on voulait mettre en avant aussi ça, et je pense qu'on paye également ce point-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis toujours blacklistée, mais le syndicat a fait que ils m'ont aidé à retrouver un boulot. C'est que des remplacements, mais je travaille. Et ça, c'est le principal. Et puis j'essaye d'aller de l'avant, je baisse pas les bras et puis je me bats toujours. Différemment, mais je me bats. Et donc la sanction a été 12 mois d'exclusion temporaire de fonction, dont 6 mois ferme. Voilà, avec des procès en cours
juste pour illustrer le sujet. Donc mon avocat avait demandé le report en attendant que les procès sur le fond soient faits. L'administration a refusé. Et un délégué syndical qui siégeait m'a informé, m'a dit la seule fois on a refusé le report d'un conseil de discipline, d'habitude c'est la tradition, on accepte parce qu'il n'y a pas d'urgence, ça a été pour le cas d'un de nos collègues violeurs condamnés par la justice. Donc pour l'administration, je suis au même niveau. Donc ce qui se passe, c'est que face à nous, on a une répression d'État qui est assez énorme. Actuellement, pour des raisons de communication, c'est sûr qu'on n'ose pas encore trop malmener de jeunes militants, mais c'est vrai qu'on voit que c'est de pire en pire et on voit aussi des membres des renseignements venir à nos réunions, des gens de la préfecture nous appeler, essayer d'avoir des informations. Au final, comme on a des revendications assez radicales, petit à petit on voit ce à quoi ressemble la répression. C'est des sanctions en plus qui sont marquées pour mon engagement, ce qui est normalement en France pas possible. Un syndicaliste ne peut pas être sanctionné professionnellement pour son engagement syndical, et professionnellement ils n'avaient rien à me reprocher. Voilà, à titre d'illustration, je suis noté 6 sur 7. Tout mon service était présent à mon conseil de discipline et mon chef de service, à qui on peut avoir des différends, m'a dit je veux garder ce fonctionnaire. Donc c'est vraiment une sanction politique, et d'ailleurs le conseil de discipline n'a pas pu se prononcer. Le syndicat Alliance, qui est majoritaire à mon conseil de discipline, a choisi de ne pas siéger en disant même si on n'est pas d'accord avec ce que tu déclares, même on n'attaque pas un syndicaliste pour son mandat syndical, parce que demain nous aussi on ne pourra plus s'exprimer. Donc ils sont partis, je les remercie de ce fair play syndical. Donc effectivement c'est vraiment la fonction syndicale qui a été attaquée, ce n'est pas normal en fait. J'aurais fait des fautes professionnelles, j'aurais été le premier à dire d'accord. Déjà je vais bien parce qu'il y a eu un mouvement de solidarité. Donc je vais en profiter pour remercier tous les gens qui ont cru en ce combat, qui veulent une police républicaine au service du peuple, conformément à la déclaration des droits de l'homme en fait. Monsieur Castaner pensait que le mouvement des Gilets jaunes était fini. Il pensait qu'il n'y avait plus de contestation sociale. Il a attendu l'été en se disant en plus les gens penseront à autre chose. Et grâce à ça, finalement il a montré que la mobilisation populaire était toujours là, que le monopole public de la parole dans les grands médias, qui s'apparente plus à de la propagande gouvernementale par certains moments, ça ne marchait pas. Et qu'il y avait un élan, même si on n'était plus visible dans la rue justement à cause de cette répression qu'on dénonce, les gens continuent de vouloir se battre et de défendre une idée. Et une idée ça ne meurt pas. Et donc du coup je vais bien parce que je me dis qu'on se bat collectivement pour quelque chose, sinon j'aurais arrêté et puis je me suis dit j'aurais fait autre chose. Quand on parle de dégagisme et du fait qu'on veut tout modifier, ils l'ont compris. Ils sont pas stupides, ils ont compris qu'on remet en cause la représentativité, le système politique dans sa globalité. Mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils le reconnaissent publiquement, puisque ça voudrait dire qu'ils remettent en cause et qu'ils remanient tout ça. C'est pas dans leur intérêt. Et ça pose la question de la loi Sapin 2. Comment est-ce qu'en fin de compte on protège le lanceur d'alerte? Ça veut dire qu'il faut attendre peut-être 5 ou 10 ans avant de pouvoir venir en soutien, avant de pouvoir apporter une aide à une personne qui a fait son devoir citoyen. Monsieur Macron a dit qu'il faut être une société de vigilance. J'étais vigilant et monsieur Macron m'a foutu la carotte. Voilà, monsieur Macron, si vous me regardez, voilà un citoyen bien détruit en face de vous. Merci beaucoup. Pas de souci. Qui est la justice, le droit à la justice, à la fois pour ces victimes, mais aussi pour toute notre société, pour que nous réaffirmions, grâce à des juges, les limites que l'on ne peut pas dépasser, les limites de la liberté d'entreprise, les limites, etc., qui sont celles qui, au-delà, constituent des délits et une menace pour les citoyens. Et c'est bien ça qui doit être aujourd'hui jugé, à la fois les responsabilités du gendarme, l'agence du médicament, mais aussi, bien sûr, la responsabilité lourde, première, criminelle, profondément délictueuse, profondément dangereuse, profondément mafieuse du laboratoire en cause. Je n'en dirai pas plus, mais ce procès se déroule depuis le 23 septembre. Il a lieu tous les jours, tribunal de grande instance de Paris, du lundi au jeudi. Du plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, le projet d'aménagement dévastateur pour l'environnement, des cafards, de l'agroalimentaire, de la pauvreté et des morts de la rue, de la surveillance de masse et de la reconnaissance faciale,
de la destruction des nappes phréatiques et des ressources en eau. Pour parler des violences policières, nous aurions dû inviter les familles des lycéens et collégiens de Mantes-la-Jolie, à genoux, les mains sur la tête, filmés par des fonctionnaires de police qui ont publié cette vidéo sans être inquiétés. La famille d'Adama Traoré tuée dans une gendarmerie. La famille de Zineb Redouane tuée à Marseille par un tir de grenade alors qu'elle fermait ses volets au 4e étage. Celle de Rémi Fraisse tuée à Sivins par une grenade lancée par un gendarme. Les mutilés des manifestations loi travail ou de Notre-Dame-des-Landes. Nous aurions dû choisir une autre date. La liste est interminable de ce que nous aurions pu, aurions voulu ou aurions dû faire, et même de ce que nous n'aurions pas dû. Citer tous les thèmes et toutes les victimes nous empêcherait de parler des responsables. Pour autant, nous ne les oublions pas. La bonne nouvelle est que ce salon ne dure que 2 journées et demie et qu'il reste 362 jours pour corriger le tir, pour compléter et traiter d'autres sujets. C'est bien l'un des messages de ce salon. Il faut dire que depuis 15 ans, il y a eu un mouvement de soutien et de promotion des lanceurs d'alerte grâce à une grande vague citoyenne en France, à travers le monde, tout à fait extraordinaire. Ce salon en est l'illustration. Et ce mouvement citoyen a conduit, forcé les pouvoirs publics, le législateur, à adopter progressivement un certain nombre de législations, la loi Sapin 2, récemment, en 2016, qui assure en France un niveau à peu près convenable de protection des lanceurs d'alerte. La loi Sapin 2, elle a été votée en 2016 et en fait elle donne des paliers à l'alerte. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte doit d'abord alerter en interne, donc au sein de son entreprise. Ensuite, si au sein de son entreprise il n'y a pas de réaction, il peut passer au 2e palier qui est les plaintes au procureur, enfin en tout cas une autre chose. Et seulement la dernière voie, il peut éventuellement rendre public son alerte. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut consolider la protection des lanceurs d'alerte. Il faut l'élargir, en écho notamment avec la directive du 16 avril 2019, qui va plus loin et qui est plus moderne que la législation française. Et dans le domaine de la finance, en l'occurrence sur l'affaire LuxLeaks, le cadre réglementaire a évolué suite à l'affaire parce que il y a un échange automatique d'informations sur les tax rulings. Alors ça ne suffit pas à mettre un terme à l'optimisation fiscale en Europe, mais n'empêche ça a quand même permis de changer les choses. Et par contre, ce qu'on peut décrire, si on fait un peu quand même le panorama des cas des lanceurs d'alerte, c'est qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, une criminalisation croissante vis-à-vis de tout mouvement de contestation, et on le voit sur les lanceurs d'alerte, mais pas uniquement. C'est-à-dire, on instrumentalise des procédures judiciaires, on place en garde à vue des gens qui n'ont rien fait de mal, uniquement pour les intimider. Donc c'est vrai que le pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir politique, mais les multinationales, jouent sur ce levier en misant sur l'autocensure des citoyens. Et je pense que ce serait la pire des erreurs d'y céder. Et d'après vous, ça se durcit par rapport à ce que vous avez connu vous en connaissez ? C'est délicat à dire, mais je pense par exemple, en tout cas si on regarde les mouvements de désobéissance civile récents, on voit que ça conduit des militants tout à fait pacifiques et sans danger devant les tribunaux. Donc oui, il y a une forme de durcissement. Alors les choses bougent, c'est-à-dire que moi mon but c'est que le grand public soit de plus en plus formé et conscient de ce qui se passe. Et là-dessus je suis très positif, optimiste de voir que c'est le cas grâce notamment aux médias alternatifs, qu'on puisse partager ce genre d'informations. Et c'est la première étape tout simplement. Est-ce que la corruption, par exemple, en France, en Europe, elle avance, elle recule, elle stagne ? Bon, c'est compliqué de répondre à cette question. Il y a eu toute une série de lois qui ont été adoptées, notamment du fait du scandale Cahuzac, qui a plus fait pour la lutte contre la corruption que toutes les ONG réunies, d'ailleurs au passage, et qui ont imposé aux entreprises, aux administrations, de respecter un certain nombre de normes. Donc, il y a un mouvement qui va dans le bon sens. Maintenant, il y a 2 obstacles. Le premier, c'est qu'il y a une logique d'entre-soi qui persiste et qui est assez forte en France, malheureusement, et avec des logiques de conflit d'intérêts, d'endogamie, donc de consanguinité, qui sont parfois difficiles à détecter.
Et puis la mondialisation, elle offre des instruments et des outils pour justement faire un pied de nez à la loi. Je vous donne un exemple. Des banques peuvent facialement développer des engagements de lutte contre la corruption les plus exemplaires au monde, et en même temps, par tout un dispositif de filiales et de sous-filiales, contourner ces engagements de lutte contre l'argent sale et l'évasion fiscale. Donc on est dans un moment crucial pour l'humanité, et je fais partie de ceux qui pensent que c'est parce que la lutte contre la corruption au sens le plus large va marquer des points qu'on va aussi se sauver collectivement, parce que ça oblige les responsables publics et privés à respecter quelque chose qui est au cœur des préoccupations des citoyens, c'est-à-dire la protection de l'intérêt général, de tous les grands intérêts publics. On profite par rapport à votre expérience et surtout la vue d'ensemble que vous avez. Est-ce qu'on n'est pas peut-être dans ce qu'appelait Guy Debord, finalement que des scandales, le système capitaliste aujourd'hui, il s'est organisé avec. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scandales que ça fait plus scandale, qu'on est dans une société finalement peut-être de spectacle de scandales, et c'est pas du tout par cynisme que je vous dis ça. Tout le monde écrit des livres, ça permet d'amplifier, mais est-ce que ça change en 2019, vous qui avez ce recul, est-ce que vous voyez un changement dans les systèmes, par exemple financiers ou pas, de l'évasion fiscale? Est-ce qu'il y a un vrai changement structurel? Je suis en train de réaliser un film en ce moment qui s'appelle La très grande évasion sur les problèmes de fiscalité. Donc si j'y croyais pas, je ferais pas ce film. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Les prédateurs, des multinationales, des milliardaires contre des États. Quand je vois le travail que ça m'a demandé, c'est-à-dire avec Catherine Le Gall, on a passé quasiment 3 ans sur ce projet, et que le livre s'est vendu à 12 000 ou 15 000, vous avez raison, il y a la multiplication des scandales fait que un scandale efface l'autre, et on est véritablement dans une société du spectacle permanent, et la corruption, elle est autant dans les années 80, 90, quand on sortait des affaires, il y avait des mises en examen derrière, il y avait des réalités judiciaires derrière les scandales, mais aujourd'hui, la corruption est à la tête de l'État, c'est-à-dire que c'est même plus des individus corrompus, c'est un système de corruption permanent. Et la tête de gondole de ce gouvernement, à savoir Emmanuel Macron, a réellement été placée à la tête de ce pays par un certain nombre de multimilliardaires qui profitent du système. Et donc on ne peut même pas dire qu'ils sont corrompus, on peut dire qu'ils sont la corruption. Et ça, il y a des effets terribles sur la société, quoi, avec un appauvrissement, des inégalités qui n'ont jamais été autant creusées qu'aujourd'hui, quoi.